Donc, en tout cas, merci beaucoup. Donc, je vous présente donc, le docteur Charles Cerf, qui est chef de service en réanimation en fait, à l'hôpital Foch à Paris. Et vous les connaissez déjà probablement, ou sinon vous avez l'opportunité de le rencontrer au congrès autour de la simulation, parce qu'il est aussi très, très impliqué dans l'enseignement, dans ces innovations pédagogiques. Donc, il va nous parler des principes de la neuroréanimation autour de la physiopathologie au traitement. Et je vous rappelle juste que vous avez donc l'opportunité, moi je vais modérer la session et vous avez l'opportunité de poser vos questions au fur et à mesure, soit sur le chat, soit vous aurez l'opportunité de la main à la fin pour échanger. Donc merci beaucoup Charles, je coupe la vidéo et je coupe mon micro. Okay. Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi d'intervenir dans cette formation dédiée à nos jeunes collègues de médecine intensive réanimation. Donc, on va aborder les principes de neuroréanimation, c'est-à-dire sur quoi reposent les stratégies thérapeutiques en réanimation des patients qui ont une atteinte cérébrale aiguë. Alors, la plupart des données dont on dispose et qu'on utilise au quotidien pour traiter ces patients sont des données qui sont issues de la traumatologie et des pathologies hémorragiques, notamment des hémorragies sous-arachnoïdiennes. Mais en fait, et c'est notamment le cas pour les pathologies traumatiques, mais on fait reposer la plupart des stratégies thérapeutiques sur une connaissance et un raisonnement basé sur la physiologie et la physiopathologie de l'atteinte cérébrale aiguë. Donc, en fait, mon topo va consister en vous rappeler les principaux éléments, les principaux fondements de physiologie sur lesquels on va baser notre stratégie thérapeutique chez les patients atteints d'une atteinte encéphalique aiguë. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Alors, après une agression cérébrale, quelle qu'elle soit traumatique, hémorragique, ischémique, inflammatoire, il va y avoir l'apparition de lésions primitives, des lésions primitives qui vont atteindre l'homéostasie, voire l'intégrité structurelle des neurones et de la glie, voire du système vasculaire. Ces lésions primitives peuvent être plus ou moins réversibles, et le désordre de l'homéostasie qui va entraîner ces lésions primitives, sur lesquelles on va revenir dans un instant, vont être à l'origine de l'apparition de lésions secondaires qui vont conditionner le pronostic du malade, son évolution en réanimation, en particulier éventuellement l'évolution vers une hypertension intracrânienne éventuellement sévère, et l'apparition de ces lésions secondaires ou l'aggravation des lésions primitives va être particulièrement sensible à des phénomènes à la fois systémiques ou locaux. Les phénomènes systémiques, vous en avez déjà entendu parler, ce sont ces fameuses agressions secondaires d'origine systémique, mais aussi des éventuelles agressions d'origine locale qui vont aggraver et voire entraîner ces lésions secondaires. Et on verra que la stratégie thérapeutique consiste à essayer de limiter ces lésions secondaires. Alors, quelques rappels anatomiques et de physiologie. Vous savez que la vascularisation encéphalique est dite classiquement être une vascularisation terminale, alors c'est vrai, et ça donne en particulier une susceptibilité particulière des territoires qu'on appelle jonctionnels, c'est-à-dire des territoires qui sont entre la jonction entre deux territoires vasculaires, par exemple entre la cérébrale antérieure et l'artère cérébrale moyenne. Pour mémoire, l'artère cérébrale moyenne vascularise les 2/3 d'un hémisphère, et donc on le reverra dans le topo, mais c'est une des raisons pour lesquelles la connaissance de la circulation de cette artère peut donner des indications très intéressantes sur l'état de perfusion cérébrale. Néanmoins, même si c'est une vascularisation terminale, il existe des systèmes d'anastomose, notamment au niveau leptoméningé, qui vont pouvoir être mis en jeu lors d'une agression aiguë, d'une occlusion vasculaire ou d'un vasospasme, qui peuvent, là aussi, sur lesquels on va pouvoir jouer dans certains cas, pour limiter l'étendue d'une lésion ischémique, par exemple. Le métabolisme cérébral, ça vous l'avez appris dans votre deuxième cycle, c'est un métabolisme qui est élevé, qui représente environ au repos 20% de notre consommation d'oxygène totale. C'est repose essentiellement sur le métabolisme du glucose, mais pas uniquement. Hein, le lactate en situation notamment aiguë peut avoir un rôle très important. Et il n'y a pas de réserve métabolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous coupez les vivres, eh bien, il y a une souffrance
une crise métabolique aiguë qui est très rapide, avec des conséquences qui sont d'abord fonctionnelles, et puis si l'ischémie est plus profonde et qu'elle dure, eh bien vous aurez des conséquences éventuellement irréversibles, voire des lésions structurelles. La CMRO2, donc la consommation d'oxygène du cerveau, c'est grosso modo 60% pour l'activité fonctionnelle, l'activité électrique des neurones, et c'est environ 40% pour les besoins structurels, en particulier de la glie et des neurones. Comme je vous l'ai dit, lorsqu'il y a une agression ischémique, comme dans toute agression ischémique, le risque tissulaire va être lié à la profondeur de cette ischémie et à la durée de cette ischémie. Et c'est pour ça, vous voyez sur la partie basse de la diapositive, que plus ce facteur temps-profondeur augmente, et bien plus vous risquez d'avoir des lésions de nécrose irréversible. Et donc, quel que soit le mécanisme lésionnel cérébral, cette conscience qu'il faut éviter au maximum les épisodes ischémiques en profondeur et en durée est un élément central de la réflexion de la réanimation des patients cérébrolésés. Concernant l'adaptation du débit sanguin cérébral au niveau métabolique cérébral, eh bien, il y a physiologiquement ce qu'on appelle un couplage entre la consommation d'oxygène et le débit sanguin cérébral. Ce couplage, il est régional et ça explique pourquoi, en fonction de l'activité relative de différentes zones du cerveau, vous allez avoir lorsque la zone s'active, une augmentation du débit sanguin dans cette zone. Et cette augmentation du débit sanguin est, vous voyez, totalement proportionnelle. C'est-à-dire que lorsque vous augmentez la CMRO2 dans une zone, eh bien, il y a une augmentation tout à fait proportionnelle du débit dans cette zone. Et cette régulation du débit repose sur la vasoréactivité et sur la vasodilatation des petites artérioles intracérébrales. Vous voyez, c'est ce qui figure ici en rouge sur la diapositive. Et on retrouvera cette symbolique plus tard. Les artérioles intracérébrales sont les effecteurs de la régulation du débit sanguin cérébral. Au lit du malade, lorsqu'un malade notamment est sous ventilation artificielle, eh bien, ça va pouvoir avoir des conséquences directes lorsque la PCO2 va varier, parce que vous faites varier la ventilation minute du malade ou parce que le malade varie sa production de CO2 à ventilation constante. Ça va entraîner une variation directe, un peu comme si le métabolisme cérébral changeait. Or, il ne change pas. On leurre le système en faisant varier la PCO2. Il va y avoir une variation du pH interstitiel cérébral lié à cette variation de pression artérielle en CO2 qui va entraîner une variation du débit sanguin cérébral. Et vous voyez que le gaz carbonique est un effecteur extrêmement puissant de la vasodilatation cérébrale. Et vous voyez que là aussi, on retrouve cette courbe quasiment linéaire de vasodilatation lorsque la PCO2 augmente. Et on verra un peu plus tard que des variations extrêmement faibles de quelques millimètres de mercure de CO2, 2-3 mm de mercure de PCO2, peuvent entraîner une vasodilatation cliniquement significative. Troisième élément très important de la physiologie cérébrale qui va conditionner la réflexion au lit du malade, c'est la notion de pression de perfusion cérébrale. Vous connaissez probablement cette notion, mais je la rappelle rapidement. Il s'agit de la pression motrice du débit sanguin cérébral qui permet de vaincre les résistances intracérébrales. C'est la notion de relation entre un débit et le rapport entre la pression d'entrée et la pression de sortie dans un système divisé par les résistances. Les résistances, c'est comme je vous l'ai dit, les résistances artériolaires et le delta de pression. Eh bien, quel est ce delta de pression? Eh bien, c'est la différence entre la pression artérielle moyenne à l'entrée dans le crâne, c'est-à-dire au niveau du siphon carotidien, moins la pression de sortie, c'est-à-dire la pression dans les veines corticales, que l'on peut considérer comme étant superposable à la pression intracrânienne. Il y a des études chez l'animal qui ont montré que quand on mesurait la pression veineuse corticale, en fait, elle était discrètement tout à fait corrélée à la pression intracrânienne, avec un décalage de quelques millimètres de mercure, qui n'a pas d'impact sur la clinique. Donc, c'est cette fameuse pression de perfusion cérébrale qui va conditionner, toutes choses égales par ailleurs, le maintien de notre débit sanguin cérébral. C'est ce qu'on appelle l'autorégulation. Qu'est-ce que l'autorégulation? C'est cette capacité qu'a l'encéphale, le cerveau, à maintenir sur une plage de pression artérielle, donc de pression de perfusion large, un débit sanguin cérébral constant.
et ce, encore une fois, en faisant varier les résistances vasculaires artériolaires. Et donc, vous voyez que lorsque la pression artérielle augmente, il y a une vasoconstriction artériolaire qui va permettre, en augmentant les résistances, de maintenir le débit au même niveau. Et inversement, lorsque la pression artérielle diminue, il n'y a pas de chute du débit sanguin cérébral grâce à une vasodilatation. Ceci va permettre que même sur des plages importantes de pression artérielle, on puisse garantir un apport en oxygène suffisant au cerveau. Mais vous voyez qu'au-dessus ou en dessous d'un seuil critique d'autorégulation, eh bien, le débit devient proportionnellement lié à la pression artérielle ou au contraire va diminuer de manière critique avec un risque d'ischémie cérébrale et d'hypoxie tissulaire avec des lésions éventuellement irréversibles. Donc voilà la troisième notion très importante. Cette autorégulation, elle est normale avec un plateau d'autorégulation qu'on va considérer grosso modo entre 50 et 150 de pression artérielle. Chez les patients cérébrolésés, ce plateau d'autorégulation peut être altéré, il peut être déplacé vers la droite, vers la gauche, il peut être rétréci, ou au contraire, et même voire disparaître complètement, c'est-à-dire qu'il y a une perte totale, ce qu'on appelle de l'autorégulation, chez les patients qui ont une sorte de vasoplégie cérébrale avec des œdèmes cérébraux, avec possiblement des œdèmes extrêmement difficiles à gérer. Alors, ça nous amène notamment à cette notion, on a parlé d'œdème, donc finalement une autre notion très importante qui est la notion de pression intracrânienne, on l'a évoqué déjà plusieurs fois, et de savoir finalement de quoi dépend cette pression intracrânienne. Alors, la pression intracrânienne, c'est quoi? C'est la pression dans la boîte crânienne. La boîte crânienne, c'est une boîte fermée, inextensible, le cerveau est entouré de la dure mère. Le dure mère est un tissu totalement inextensible, et puis bien sûr de l'os, que pour tout le monde, c'est évident que c'est inextensible, mais le principal limite, enfin le premier limitant de l'expansion cérébrale, c'est la dure mère, et ça explique pourquoi, par exemple, dans les crâniectomies décompressives, eh bien, il faut toujours faire une plastie de dure mère, il ne suffit pas simplement d'ouvrir la boîte crânienne. Alors, ce secteur intracrânien, il comporte physiologiquement 3 volumes, 3 compartiments. Un compartiment vasculaire qu'on peut séparer en veineux et artériel, un compartiment liquidien, le liquide cérébrospinal, et puis un compartiment parenchymateux, le cerveau. Et vous voyez que lorsqu'il va y avoir l'augmentation d'un compartiment de manière anormale, ou un effet de masse, une masse intracrânienne supplémentaire, par exemple un hématome, ou on pourrait imaginer de l'œdème, cette augmentation du volume intracrânien dans cette boîte fermée va être compensée par une compression des volumes compressibles. Et ce qui est compressible, ça va être, plus compressible, le terme est impropre, ce qui va pouvoir céder de la place, c'est notamment le secteur vasculaire et le secteur liquidien. Et vous voyez ici, avec l'augmentation de la masse intracrânienne, le liquide cérébrospinal dont le volume va réduire de manière très importante. Les ventricules vont devenir plus petits lorsqu'il y a une masse intracrânienne. Et puis les veines, ce qu'on ne voit pas sur un scanner, mais le septème veineux va réduire son volume. Et ainsi, cela va permettre de maintenir la pression intracrânienne. Ce que vous voyez sur cette courbe, vous voyez que quand le volume intracrânien augmente, eh bien, pendant une longue période, la pression intracrânienne va rester compensée, va rester basse, jusqu'à un seuil critique de volume où la compliance va chuter brutalement. Et ce seuil critique de volume explique pourquoi, chez des patients qui ont une volume intracrânien qui va augmenter de manière relativement importante, eh bien, la pression intracrânienne va pouvoir être compensée et il va y avoir une tolérance jusqu'au moment où on dépasse les processus de compensation et où on peut voir apparaître des poussées de pression intracrânienne extrêmement importantes pour des petites augmentations de volume. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, imaginez un patient qui a une compliance cérébrale très diminuée, donc qui se situe dans cette zone-là, rouge. Vous pouvez avoir à un instant T un malade qui a une pression intracrânienne qui est subnormale, on va revenir sur ces notions de valeur normale plus tard, et pour un faible stimulus, par exemple une variation de PCO2, une variation de pression artérielle qui va entraîner une réaction vasculaire de vasodilatation, vous pouvez déclencher une poussée de pression intracrânienne extrêmement importante. Et c'est ce type de phénomène qu'on constate au lit du malade lorsque les malades font des poussées de pic, par exemple sur des variations de PCO2 ou de réveil. Pardon.
Les lésions initiales et voire secondaires vont entraîner des altérations de la barrière hémato-encéphalique qui vont entraîner à la fois, on va y revenir, une dysfonction de ces mécanismes d'autorégulation et de régulation du débit sanguin cérébral, mais aussi une perméabilité anormale de la barrière hémato-encéphalique à cause de facteurs mécaniques, de stress oxydant, de phénomènes d'apoptose endothéliale, de libération de cytokines avec une réaction inflammatoire chez les cérébrolésés, y compris les traumatisés ou les hémorragies. Il y a des phénomènes inflammatoires qui touchent l'encéphale et qui sont très importants dans l'évolution de la lésion encéphalique. Et tout ça va entraîner la possibilité de l'apparition d'un œdème cérébral. Cet œdème cérébral, vous le savez, il peut être cytotoxique, c'est-à-dire que c'est l'augmentation des volumes cellulaires liés à une défaillance de l'homéostasie membranaire, ou il peut être vasogénique, lié à une perméabilité anormale de la barrière hémato-encéphalique, cet œdème vasogénique pouvant être notamment inflammatoire, et c'est cet œdème-là qui réagira à la corticothérapie. La plupart du temps, ces phénomènes œdémateux sont associés, ils peuvent évoluer dans le temps, et si on devait schématiser, vous voyez sur cette diapositive qu'après une agression aiguë, notamment chez les traumatisés, vous avez très précocement un œdème vasogénique, puis les lésions cellulaires entraînent un œdème cellulaire, et enfin, dans les jours qui suivent le traumatisme, notamment en fonction d'existence de facteurs aggravants d'origine systémique ou non, vous allez avoir un œdème mixte, à la fois cytotoxique et vasogénique, dont l'importance peut être plus ou moins élevée. Cette dysfonction du péricyte, de l'unité neurovasculaire qui est l'élément moteur fondamental de la régulation du débit sanguin et que ça soit lié à une réponse métabolique ou à la pression artérielle, eh bien, lorsqu'il y a une agression cérébrale, quel que soit son mécanisme, il peut y avoir, comme je vous l'ai dit, une altération de ces mécanismes d'autorégulation ou même, pire, des altérations de l'homéostasie du débit sanguin cérébral. Et on a décrit des phénomènes, ce qu'on appelle de dépolarisation corticale progressif, qui, durant lesquels il y a une activation métabolique cérébrale avec une réponse paradoxale de la vascularisation cérébrale avec des crises métaboliques et ceci constitue des agressions itératives qui peuvent contribuer à l'aggravation des malades. Voilà, donc si on résume un petit peu ce qui se passe, une agression initiale qui peut évoluer vers des lésions secondaires. Ces lésions secondaires sont particulièrement liées à une altération des mécanismes d'homéostasie, à l'inflammation, à la rupture de la barrière hémato-encéphalique, à des phénomènes d'excitotoxicité. Tout ça va entraîner une anomalie de la régulation du débit sanguin, des phénomènes œdémateux, éventuellement l'aggravation de phénomènes hémorragiques. Cette augmentation des volumes intracrâniens, quel que soit le mécanisme initial, lorsqu'il est suffisamment important, peut entraîner une hypertension intracrânienne, c'est-à-dire une chute une baisse de la compliance cérébrale avec un risque de pousser l'hypertension intracrânienne et d'ischémie. Et vous voyez un phénomène auto-entretenu de cercle vicieux qui va à la fin altérer le pronostic du patient. Et donc, ces phénomènes locaux que je viens de décrire, ils peuvent être soumis à des facteurs aggravants externes, des facteurs métaboliques, des facteurs généraux comme l'hyperthermie, des facteurs d'inflammation systémique. Il peut y avoir du crosstalk, c'est-à-dire une agression systémique, par exemple, liée à un sepsis, liée à une atteinte pulmonaire sévère, peut aggraver l'inflammation cérébrale et évidemment les phénomènes d'hypotension ou d'hypoxémie qui vont compromettre l'oxygénation cérébrale d'un cerveau dont les mécanismes de protection sont altérés. Et ça aussi va entraîner donc l'aggravation des processus locaux et des lésions cellulaires qui aggravent le pronostic. Cette notion d'axos, et j'aurais fini sur les principes fondamentaux de physiologie, cette notion d'axos, elle a été découverte, et je vous cite cet auteur parce que c'est quand même une référence extrêmement importante, dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, on a décrit chez les patients traumatisés une corrélation très importante entre la survenue d'une hypotension précoce et ou d'une hypoxémie et le pronostic neurologique. Publication de Chestnut en 1993 avec ce concept d'Axos qui a été repris depuis, et on sait maintenant sur des grandes séries de patients que la survenue d'une hypoxie précoce avec une PO2 inférieure à 60 et une hypotension dès 110 mm de mercure de pression artérielle systolique est associée à un plus mauvais pronostic chez les patients, notamment traumatisés crâniens.
et ça va justifier dans la prise en charge précoce de ces patients d'avoir une attention toute particulière à la pression artérielle et à la ventilation artificielle. Alors, ça nous amène à la stratégie thérapeutique. Et donc, finalement, les objectifs thérapeutiques de la neuroréanimation, c'est limiter et contrôler la lésion initiale, pour autant que faire se peut. Alors, je ne vais pas rentrer sur les détails, mais donc une maladie inflammatoire, une maladie infectieuse, une hémorragie traumatique, une hémorragie spontanée peut être accessible à un traitement pour limiter l'étendue des lésions initiales ou leurs conséquences immédiates. La corticothérapie d'une pathologie inflammatoire, les anticomiциaux d'un état de mal comicial. Bon, bref, je vous renvoie à tout ça, mais il faut considérer que tout ça, finalement, c'est le dénominateur commun de l'agression initiale. Et puis, on va retrouver un socle commun qui est d'éviter les lésions secondaires, c'est-à-dire d'essayer de maintenir l'homéostasie cérébrale le temps que ces lésions récupèrent, en maintenant notamment l'oxygénation cérébrale adaptée aux besoins, de limiter l'hypertension intracrânienne, qui, on va le revoir, a deux conséquences, soit de risquer l'ischémie cérébrale par défaut de pression de perfusion cérébrale, soit d'entraîner des phénomènes mécaniques de compression cérébrale, notamment que vous connaissez bien, comme les phénomènes d'engagement intracrânien. Et puis, on va de toute manière, et ça je dirais que c'est un troisième point qu'on oublie toujours penser que c'est un organe qui est agressé avec une réaction inflammatoire et donc de limiter la réponse inflammatoire systémique pour autant que possible, pour limiter l'agression cérébrale secondaire. Alors, c'est cet équilibre entre apport en oxygène et consommation d'oxygène qu'on va essayer de maintenir en jouant, je vous l'ai mis rapidement sur cette diapositive, sur des choses qui sont plus ou moins simples, hein, contrôler l'hyperthermie, éviter la comicialité, éviter de stimuler de manière trop importante ces patients-là. On va revoir, utiliser la sédation. De l'autre côté, maintenir la pression artérielle, gérer les apports hydrosodés, maintenir la pression intracrânienne, gérer une anémie, éviter l'hypocapnie et l'hypercapnie. Enfin, c'est des choses que vous connaissez déjà, mais c'est cet équilibre-là qui est derrière notre stratégie globale. Alors, dès la prise en charge initiale des patients neurolésés, le contrôle des voies aériennes, lorsqu'il existe des critères de gravité, doit être rapide et efficace. Et ça, maintenant, on le connaît bien pour les malades neurotraumatisés. Un patient dans le coma ou un patient qui a des signes de gravité et qui se dégrade dès un Glasgow inférieur à 11 et qui perd au moins 2 points de Glasgow, va nécessiter une intubation et une mise sous ventilation mécanique. Il faut prendre en compte, d'une manière générale, chez les patients cérébrolésés, pour décider de l'intubation, de la nature de l'agression lésionnelle et du risque d'évolution vers une hypertension intracrânienne, et bien sûr de l'existence de défaillances associées, en particulier respiratoires. Le but, outre le fait de contrôler les voies aériennes et d'éviter l'inhalation, c'est bien de maintenir une pression artérielle en oxygène correcte, ni trop élevée, ni trop basse, et une PaCO2 normale. Sur cette diapositive, vous voyez, c'est une étude qui s'est intéressée à l'effet de variation de PCO2, soit en hypercapnie, vous voyez, modérée, hein, 46-47 mm de mercure, soit en hypocapnie, 30-31 mm de mercure, et vous avez le contrôle ici en haut, et vous avez sur cette tomographie par émission de positrons l'effet de l'hypercapnie ou de l'hypocapnie sur le volume sanguin cérébral et sur le débit sanguin cérébral. Tout ce qui est bleu, c'est une chute du débit sanguin, tout ce qui est rouge, c'est une hyperémie. Et vous voyez que l'hypercapnie ou l'hypocapnie a un effet majeur sur la vascularisation cérébrale dès des petites variations. Vous voyez ici, si on mesure quantitativement, pour 6 mm de mercure, vous avez plus 30% de débit sanguin cérébral, hein, toutes choses égales par ailleurs, plus 13% de volume sanguin cérébral. Et inversement, une hypocapnie modérée entraîne une chute drastique du débit sanguin cérébral. Et donc, si vous imaginez que cette hypocapnie, elle n'est absolument pas adaptée à cette baisse du débit sanguin cérébral, n'est absolument pas adaptée à une baisse de la CMRO2, vous entraînez une ischémie cérébrale, une hypoxie cérébrale par vasoconstriction inadéquate. Et donc ça, c'est extrêmement important à avoir ça en tête. Quand vous avez un cérébrolésé, notamment s'il y a des lésions à risque d'évolution vers l'hypertension intracrânienne, les variations de PCO2 sont extrêmement dangereuses. Alors, une fois qu'on a intubé ce malade, on va aussi utiliser l'anesthésie, bien sûr parce qu'on va l'intuber, mais aussi parce que cette anesthésie, elle va nous permettre de baisser l'activité électrique du cérébral et donc de baisser la CMRO2
qui dit baisser la CMRO2, dit baisser les besoins en vascularisation, en débit sanguin cérébral. Et donc, ça va nous aider à limiter le risque d'ischémie cérébrale. Et s'il y a une hypertension intracrânienne, ça sera la première étape du contrôle de la pression intracrânienne. Donc, un cérébrolésé qui a des critères de gravité suffisants, il doit être intubé, ventilé sous anesthésie générale dès qu'il y a un coma, dès qu'il y a une altération rapide, dans les conditions que j'ai décrites un peu plus haut. Deuxième point très important, il faut contrôler l'hémodynamique, c'est-à-dire garantir une pression artérielle dont on va penser qu'elle va rester dans une plage qui correspond à l'autorégulation du malade, c'est-à-dire suffisante pour maintenir une perfusion cérébrale, toutes choses égales par ailleurs, adaptée. Si elle était trop basse, on risquerait l'ischémie cérébrale. Si elle était trop haute, on risquerait l'aggravation éventuellement et la création d'un œdème vasogénique dans des lésions dont la barrière hémato-encéphalique a été lésée précocement. En pratique, ce sont des recommandations qui sont issues du traumatisé crânien. En dessous, dès qu'il y a des critères de gravité, tant qu'on n'a pas de monitorage de la pression intracrânienne, on va maintenir la pression artérielle moyenne à plus de 80 mm de mercure, puis ensuite, ça sera adapté en fonction de mesures de la pression intracrânienne, on va y revenir. Ce niveau de pression de perfusion, hein, rappelez-vous, on ne peut pas le deviner a priori, il va dépendre de l'autorégulation de votre malade, donc ça sera comme ça un principe de base, mais très rapidement, on va le revoir, il faudra probablement utiliser des outils pour affiner la prise en charge du malade. Contrôle de la température. Pardon, j'ai une diapo qui est préenregistrée. Donc, je voulais dire sur cette diapositive que, le contrôle de la température était important. L'hypothermie systématique n'est pas systématique et n'apporte pas de bénéfice. Mais par contre, on sait dans la plupart des agressions cérébrales aiguës que l'hyperthermie aggrave le pronostic. Dernier point, avant de rentrer dans les détails de la neuroréanimation, enfin un peu plus avant, d'un point de vue métabolique et de la gestion des transfusions, des données un peu générales, le maintien de la natrémie normale est un élément important et pensez que le maintien du bilan érythrocyté, comme chez tous les malades graves de réanimation, est un enjeu, et notamment chez les patients cérébrolésés lorsqu'il y a une rupture de la barrière hémato-encéphalique. Il faut se souvenir que tous les apports en sel que vous donnez aux patients, vous les retrouvez dans l'interstitium cérébral s'il y a une rupture importante de la barrière hémato-encéphalique. Donc une stratégie économe sur les apports en sel et en eau chez ces malades-là, je n'ai pas dit qu'il fallait mettre en restriction, hein, j'ai bien dit d'avoir une attitude raisonnée, était importante. Les seuils transfusionnels sont, lorsqu'il y a une agression cérébrale aiguë, dans la plupart des cas, considérés comme devant être plus élevés, plutôt 9 à 10 grammes d'hémoglobine que 7 grammes, mais il n'y a pas très peu de données dans la littérature qui permettent d'asseoir des seuils de recommandation très précis. On pourra en rediscuter. Le contrôle de la glycémie doit être réalisé, mais attention, pas de contrôle trop strict. L'hypoglycémie est extrêmement dangereuse et il est raisonnable de chercher à maintenir une glycémie entre 7, 8 et 10 millimoles par litre chez ces patients. Et enfin, notamment dans les situations d'œdème cérébral, il n'y a pas de traitement par corticoïdes systématique, en particulier dans la traumatologie, où le bénéfice systématique a été démontré comme nul, voire dangereux. Et la corticothérapie sera réservée à des situations particulières où on considère qu'il y a un œdème vasogénique inflammatoire ou une pathologie inflammatoire primitive. Il y a des mesures générales à toujours mettre en œuvre, notamment si votre malade a une hypertension intracrânienne ou un risque d'hypertension intracrânienne, c'est maintenir le malade en position demi-assise. Alors, attention, hein, si c'est un traumatisé, il faut toujours penser aux lésions du rachis éventuelles. Maintenir la tête en rectitude et éviter l'hyperextension. L'idée, c'est de favoriser le retour veineux jugulaire. Attention au pansement de casque, à certaines minerves, enfin bref, à ce qui pourrait comprimer les jugulaires. Lorsqu'on mobilise un malade qui a notamment une hypertension intracrânienne, il faut se méfier de la tolérance sur la pression intracrânienne. Donc, les malades sont monitorés, on va y revenir. Il faut se méfier des asynchronies sur le respirateur qui peuvent devenir très importantes et compromettre là aussi la ventilation et avoir des répercussions cérébrales. Et puis, chez les malades les plus sévères, limiter la durée de ces mobilisations. Et enfin, la surveillance clinique des malades cérébrolésés, mais ce n'est pas le sujet du topo, doit être un élément aussi important du monitorage de ces patients.
Voilà pour les grands principes de prise en charge, notamment initiaux, les principes de physiologie, et il nous reste à peu près une demi-heure pour aborder la question du principe de la neuroréanimation chez les patients qui sont atteints de lésions intracrâniennes avec hypertension intracrânienne. Alors, le monitorage de la pression intracrânienne, il a été développé en particulier chez les cérébrolésés traumatiques et chez les malades qui ont des hémorragies sous-arachnoïdiennes. Mais même si nous n'avons peu ou pas d'éléments de preuve élevés pour asseoir cette recommandation, il est recommandé chez les malades souffrant d'un traumatisme crânien grave ou d'une hémorragie sous-arachnoïdienne grave de monitorer la pression intracrânienne. Et les recommandations suggèrent, quelle que soit la nature d'une lésion intracrânienne, lorsqu'elle est susceptible d'entraîner une hypertension intracrânienne, de monitorer cette pression intracrânienne. Il y a une corrélation pronostique constante dans les études entre la durée passée pour un patient à une pression intracrânienne élevée et le pronostic, avec des seuils pronostiques qui tournent toujours autour de 20-25 mm de mercure ou des PPC inférieurs à 60 mm de mercure, c'est-à-dire des seuils au-delà desquels le risque d'être dans une zone d'ischémie cérébrale, c'est-à-dire d'être en deçà des seuils d'autorégulation en particulier, est élevé. Donc, je vous le rappelle, le risque de l'hypertension intracrânienne, ça n'est pas que l'ischémie, c'est aussi les lésions mécaniques. Alors, ce monitorage de la PIC, il est bien sûr plus sensible que l'examen clinique pour détecter l'hypertension intracrânienne, mais il est aussi plus sensible que l'imagerie. Et même sur un scanner, notamment chez les traumatisés, en l'absence de signes évocateurs d'hypertension intracrânienne, il y a 10% des patients traumatisés crâniens qui vont développer une hypertension intracrânienne dans les heures qui suivent le traumatisme. C'est l'outil majeur, pivot du traitement de l'hypertension intracrânienne. Alors, c'est une lapalissade de dire ça, hein, ça viendrait à l'idée de personne de traiter un état de choc sans mesurer la pression artérielle. Eh bien, c'est difficile de concevoir de traiter une hypertension intracrânienne sans la mesurer. On considère que c'est entre guillemets indispensable si un malade a un risque d'hypertension intracrânienne ou a une compliance cérébrale diminuée, et qui n'est plus évaluable cliniquement, et en particulier s'il est dans le coma. Et attendre une variation pupillaire pour dire que le malade a une hypertension intracrânienne est probablement beaucoup trop tardif. Et donc, c'est la raison pour laquelle on propose de monitorer la pression intracrânienne précocement. Et donc, ça, c'est les recommandations, notamment du traumatisé crânien. Donc, chez les patients qui sont dans le coma, bien sûr, mais chez les patients chez qui il y a, un peu comme pour l'intubation, un Glasgow anormal qui se dégrade avec un scanner anormal, eh bien ce malade, à partir du moment où il ne sera plus évaluable cliniquement, a fortiori si sur le scanner il y a des signes d'hypertension intracrânienne, il doit avoir une mesure de la pression intracrânienne. Il y a aussi une indication de la mesure de la pression intracrânienne, par exemple chez les traumatisés, lorsque les malades ne pourront plus être évalués cliniquement ou devront subir une intervention longue d'orthopédie, par exemple. Et en pratique, on met cette pression intracrânienne le plus tôt possible, dès qu'on a pu contrôler que les conditions de sécurité, notamment concernant l'hémostase, sont garanties et que le malade, bien sûr, a été réanimé d'un point de vue respiratoire et hémodynamique. La technique de la mesure de la pression intracrânienne, il y en a plusieurs. Il y a deux techniques qui sont utilisées en réanimation. Le capteur intraparenchymateux, qui est de loin la technique à utiliser en première intention, qui sont des petites sondes de gauche qui sont introduites par un trou de trépan qui peut être fait au lit à travers un écrou dans le parenchyme cérébral, qui va permettre un monitorage continu. C'est très peu invasif et c'est une très très faible morbidité. Et on peut aussi mesurer la pression intracrânienne par la mesure de la pression intraventriculaire à moyen d'une dérivation ventriculaire externe. Mais cette dérivation ventriculaire externe impose un geste chirurgical avec un risque qui est plus invasif, un geste qui est plus invasif et un risque infectieux qui est bien plus important. Et donc, on ne considère pas la DVE comme étant un moyen de monitorage de la pression intracrânienne de première intention chez les patients, en particulier cérébroisés. Donc ici, je vous ai mis des photos sur les dispositifs. Donc, je n'ai pas d'intérêt dans la société Codman, mais c'est une vieille interface de pression intracrânienne Codman. Ici, c'est l'écrou avec le petit capteur qui rentre dans le crâne. Vous voyez que c'est une petite chignole à main. On fait un trou dans la table osseuse, on perce la durmère, on visse cet écrou dans la table osseuse et puis on va pouvoir introduire ce capteur qui est un fibre
quelques millimètres de 1,8 ou 2 mm de diamètre à travers cet écrou. Le zéro est un zéro électronique qui est fait avant l'insertion, puis ensuite vous avez une mesure de pression intracrânienne continue. Si vous avez une DVE, eh bien vous avez ce cathéter qui sort des ventricules, qui est normalement utilisé pour faire du drainage du liquide céphalorachidien par un système de vases communicants. Eh bien, on peut adapter une tête de pression sur le système et puis mesurer la pression intracrânienne, à condition, bien sûr, et ça je le dis même si vous ne le faites pas, mais souvenez-vous-en, jamais de purge, évidemment, de poche de contre-pression sur une mesure de pression sur DVE, parce que vous tuez le malade instantanément. Alors, cette pression intracrânienne normale, alors, elle est normalement autour de 10 mm de mercure au repos, mais physiologiquement, en particulier en fonction des efforts, en fonction de la position, cette pression intracrânienne, elle varie. Et donc, ce qui va caractériser l'anomalie de la pression intracrânienne, c'est bien sûr le niveau de cette pression intracrânienne, mais c'est surtout son évolution dans le temps. Lorsque vous faites un effort, par exemple un effort de toux, un effort de Valsalva, votre pression intracrânienne elle peut monter à des valeurs extrêmement élevées, mais elle redescend instantanément. Et votre cerveau étant compliant, ça ne pose aucun problème. Dès qu'il y a une chute de compliance, eh bien, vous pouvez entraîner une poussée d'hypertension intracrânienne qui, elle, va devenir problématique chez les patients qui sont cérébrolisés. L'onde de pression intracrânienne normale, elle comporte 3 accidents, vous voyez ici, qui sont en fait secondaires à la réflexion de l'onde de pouls à travers l'encéphale. Et lorsqu'un malade a une compliance cérébrale diminuée, vous voyez que l'onde de pression intracrânienne a un autre aspect, elle prend un aspect typiquement dit en dos de chameau. Bon, personnellement, je n'ai jamais trouvé que ça ressemblait à un dos de chameau, mais enfin, vous voyez qu'il n'y a plus les accidents P1 supérieur à P2, supérieur à P3, mais au contraire, une onde P2 qui est supérieure à P1 et P3 est confondue dans P2. Voilà, donc quand vous voyez une courbe de pression intracrânienne comme ça, c'est votre malade a une compliance cérébrale qui est diminuée. Il est sur la partie critique de la courbe de pression-volume que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, en quoi tout ça fonctionne ensemble? Eh bien, si on reprend notre principe d'autorégulation, chez un malade qui a une compliance cérébrale diminuée, donc ici vous avez un malade qui est schématisé avec un volume intracrânien inextensible, un système d'entrée de pression artérielle, des artérioles qui sont effectrices des résistances vasculaires intracrâniennes et qui font faire varier le débit sanguin cérébral, toutes choses égales par ailleurs, et puis la pression de sortie qui est la pression intracrânienne. Quand l'autorégulation est préservée, une diminution de la pression artérielle moyenne va entraîner une vasodilatation sur mon plateau d'autorégulation. Et comme ma compliance cérébrale est diminuée, ma pression intracrânienne va augmenter instantanément avec une poussée d'hypertension intracrânienne et un risque ischémique. Et inversement, lorsque j'ai augmenté la pression intracrânienne chez ce malade, eh bien, la vasoconstriction va faire baisser la pression intracrânienne en maintenant le débit sanguin cérébral, et donc je vais avoir une baisse de la pression intracrânienne. Ceci ne se voit que chez les patients qui ont une compliance cérébrale diminuée. Chez quelqu'un de normal, si la pression intra-artérielle baisse ou augmente sur la plage d'autorégulation, la pression intracrânienne ne bouge pas. Elle ne bougera que si vous passez au-dessus du volume de la pression artérielle supérieure du plateau, où vous risquez l'œdème vasogénique, et c'est typiquement les hypertensions artérielles malignes. Cette cascade vasodilatation ischémie cérébrale, elle a été décrite en 1990 par Rossner, et donc cette cascade de Rossner est un élément fondamental de la compréhension de l'interaction entre pression artérielle, autorégulation et pression intracrânienne et risque ischémique. En pratique, au lit du malade, on va chercher à maintenir le malade dans une zone de sécurité sur son plateau d'autorégulation afin d'éviter d'être en deçà et de risquer une ischémie cérébrale. Lorsqu'il n'y a plus d'autorégulation, on va retrouver une corrélation directe entre la pression artérielle et la pression intracrânienne, puisque les artérioles vont se laisser distendre, vont devenir passives en fonction de la variation de la pression artérielle. C'est ce qu'on voit chez un malade qui n'a plus d'autorégulation. Alors, vous voyez bien que pour maintenir ce débit sanguin cérébral et caractériser la bonne pression artérielle chez un malade cérébrolisé, eh bien, on peut être en difficulté, et donc on va utiliser d'autres outils
pour essayer d'apprécier la qualité de la pression, la perfusion cérébrale. Et un de ces outils est le Doppler transcrânien. Doppler transcrânien, c'est utiliser une sonde Doppler qu'on va mettre sur la fenêtre temporale, qui va nous permettre de mesurer les flux en Doppler dans le polygone de Willis et en particulier dans l'artère cérébrale moyenne dans sa partie M1 qui est quasiment dans l'axe de la fenêtre temporale. Et la mesure de la vélocité de cette artère, je vous rappelle 66% du débit sanguin de l'hémisphère, va nous donner une très bonne indication sur le débit sanguin cérébral. Si vous avez une vélocité, l'intégrale sous la courbe de la vitesse, si la section du vaisseau est constante, c'est le débit. Et donc, cette variation de l'indice Doppler, du Doppler sur l'artère cérébrale moyenne, donc ici, vous avez typiquement une cérébrale moyenne normale avec un flux de basse résistance, vous voyez que la vitesse diastolique est élevée, avec un indice de pulsatilité qui est le rapport entre la différence entre la vitesse systolique et diastolique et la vitesse moyenne qui est bas, inférieur à 1. Au fur et à mesure que la pression intracrânienne va augmenter ou que ma pression de perfusion va diminuer, ou que mes résistances intravasculaires vont augmenter, intracrâniennes vont augmenter, mais vous voyez que je vais avoir une chute de mon air sur la courbe qui d'abord dépend de la vitesse diastolique. Puis, lorsque la pression va devenir plus importante, la pression intracrânienne par exemple, eh bien vous allez aller jusqu'à l'arrêt circulatoire cérébral. Ici, ce qu'on appelle un tableau de backflow, c'est typiquement le tableau d'un arrêt circulatoire cérébral. Donc, vous voyez que plus la pression intracrânienne augmente et plus le risque d'ischémie augmente, et bien plus la vitesse Doppler va être altérée. Et on va se servir de cette corrélation pour détecter non seulement les malades qui sont en situation à risque d'ischémie, ou pour adapter la pression artérielle chez les malades cérébralisés. Et on prend comme seuil indicatif, après il y a des subtilités, mais indicateur d'un risque d'ischémie, un indice de pulsatilité supérieur à 1,3 ou une vitesse diastolique inférieure à 25 cm par seconde. Alors, le problème du Doppler transcrânien, c'est que ce n'est pas une technique continue. Enfin, il y a des techniques plus ou moins continues, mais c'est assez difficile à utiliser. Ça ne permet pas de s'affranchir de tous les risques d'hypoxie cérébrale, notamment ceux qui ne sont pas liés à des problèmes de pression de perfusion. Et ça ne vous dit pas comment est la pression intracrânienne pour autant, parce que si vous avez une pression intracrânienne élevée, mais que vous avez une pression de perfusion suffisante, vous pouvez avoir une courbe de pression, un Doppler qui est quasi normal, alors que vous avez une hypertension intracrânienne qui a ses effets propres sur le parenchyme cérébral. Enfin, ça va être un outil très intéressant pour détecter les effets néfastes éventuellement d'une hypocapnie. Vous voyez ici que lorsqu'on va faire baisser la PCO2, la vasoconstriction artériolaire, qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez 40, 35, 24 mm de mercure de TCO2, vous voyez s'effondrer les vitesses intracrâniennes qui sont ni plus ni moins que l'effondrement du débit sanguin cérébral. Et ce qui est particulièrement piégeant, et je vous invite à retenir ça, c'est que bien évidemment, si vous ne faites pas le Doppler, vous, ce que vous constatez, c'est que la pression intracrânienne baisse, et donc tout le monde est content, sauf le cerveau du malade qui ne reçoit plus assez de débit sanguin cérébral. On peut utiliser aussi, j'en dis un mot, le Doppler transcrânien pour mesurer, pour détecter des phénomènes de vasospasme qui sont notamment utiles dans la prise en charge des malades qui ont une hémorragie sous-arachnoïdienne. Autre outil utilisé pour l'appréciation de l'oxygénation cérébrale, c'est l'utilisation, cette fois-ci, d'une mesure directe de l'oxygénation. Donc, soit la saturation veineuse jugulaire en oxygène, qu'on peut mesurer grâce à un petit cathéter qu'on va introduire de manière rétrograde dans la jugulaire jusqu'au golfe de la jugulaire. On peut faire des gaz du sang et mesurer la SVO2 jugulaire, voire d'utiliser une fibre optique qui permet d'avoir un monitorage continu, au passage très difficile à utiliser, de moins en moins utilisé. Lorsque le débit sanguin cérébral va descendre en dessous d'un seuil critique ischémique, cette SVO2 va diminuer et on considère comme seuil ischémique environ 54% de SVO2 jugulaire. On peut aussi faire du lactate jugulaire pour montrer le métabolisme anaérobie cérébral.
Alors, le problème de cet SVGO2, d'abord, ce n'est pas très facile à utiliser, mais vous voyez, c'est un indice relativement grossier, c'est-à-dire que ça va recueillir tout le retour veineux d'un hémisphère, au moins d'un hémisphère, et eh bien avant d'atteindre les 54% de SVJO2, eh bien, vous pouvez avoir des zones du cerveau dont l'oxygénation est depuis longtemps très diminuée et déjà en seuil critique. Et donc, c'est un indicateur intéressant, mais relativement grossier. À l'inverse, on peut utiliser un capteur intraparenchymateux de pression partielle en oxygène, la PbRO2, ou pression tissulaire en oxygène, qui est en fait une petite électrode de Clark qui va permettre de mesurer après un temps d'équilibration le niveau d'oxygène intratissulaire. Et on va considérer que les valeurs normales sont au-delà de 20 mm de mercure et les seuils critiques en dessous de 10 mm de mercure. Alors l'intérêt, c'est que c'est une mesure continue, c'est que c'est vraiment une mesure de l'oxygénation cérébrale directe qui peut mettre en évidence des défauts d'oxygénation, quel que soit leur mécanisme. L'inconvénient ou la limite, c'est que ça mesure au contraire la pression d'oxygène dans un endroit très limité. Cela dit, si on choisit une zone, notamment une zone jonctionnelle, et chez un patient qui a des mécanismes d'atteinte cérébrale diffus, eh bien c'est une assez bonne, c'est même un très bon indicateur de la perfusion cérébrale. Alors, ça va varier cette PTO2 en fonction de la perfusion, la qualité de la perfusion cérébrale, mais aussi de la peptide AO2. Et donc, pour apprécier correctement l'effet de la pression artérielle, notamment sur l'oxygénation, il faudra maintenir l'oxygène constant, sinon vous ne pourrez pas faire la différence entre une augmentation de PTO2 liée à une hyperoxie ou à une augmentation du débit sanguin cérébral. Bon, ça demanderait un topo à part entière. Il faut que vous sachiez que cette PTO2 est en cours d'évaluation, notamment dans la prise en charge du traumatisé crânien. Il y a actuellement un PHRC qui est en cours où on compare une stratégie où on cherche à optimiser la pression intracrânienne ou alors à optimiser la pression tissulaire en oxygène avec des algorithmes de prise en charge qui cherchent à maintenir cette PTO2 au-dessus de 20 mm de mercure. Les interventions étant des variations de pression artérielle, des variations de sédation, d'oxygénation, de débit cardiaque. Et donc, voilà, pour remettre tout en perspective, notre malade, on va utiliser ces outils, la pression intracrânienne, la SVGO2 ou la PTO2, le Doppler transcrânien, pour essayer de savoir où positionner la pression artérielle du malade pour garantir cette perfusion cérébrale, cette oxygénation cérébrale. Alors, un mot sur un index d'évaluation quantitative de la qualité de l'autorégulation, ce qu'on appelle le PRX, qui, j'en parle parce que c'est conceptuellement très intéressant et probablement intéressant au lit du malade, mais encore très peu développé. C'est un indice qui va chercher à corréler la réponse en pression artérielle à des variations de pression artérielle, ça c'est la PRX, ou alors des réponses en oxygénation cérébrale à des variations de pression artérielle, ou alors des réponses en vélocité de l'artère cérébrale moyenne à la pression artérielle. C'est-à-dire qu'on va essayer de corréler, vous voyez, on retrouve cette notion de réponse dans débit sanguin cérébral, qu'on regarde la vasoréactivité en termes de pression intracrânienne, en termes d'oxygénation et de vélocité, à la variation de pression artérielle. C'est la courbe d'autorégulation. Et donc, vous voyez bien que dans la zone d'autorégulation, là où l'autorégulation est la plus efficace, ce rapport est inférieur à 0, c'est-à-dire qu'il est négatif. C'est-à-dire que les deux paramètres évoluent en sens inverse. Si au contraire, les deux paramètres évoluent dans le même sens, pression intracrânienne et pression artérielle, eh bien, c'est que vous n'avez plus d'autorégulation. Vous êtes en dehors de votre plateau d'autorégulation. Alors, comment ça marche? C'est un système informatisé qui va en continu mettre en parallèle et analyser la variation de pression artérielle et de pression intracrânienne, si par exemple on fait du PRX. Et puis, vous voyez ici, vous avez en abscisse la pression de perfusion, en ordonnée le PRX, c'est-à-dire cette corrélation entre pression artérielle et pression intracrânienne. Et vous voyez, on retrouve cet aspect de
de plateau d'autorégulation avec ici un PRX qui est très positif, donc on est en dessous du plateau d'autorégulation. Ici un PRX qui va être optimal, très bas, donc probablement au meilleur endroit pour la pression artérielle, et puis plus je vais monter, plus je vais retrouver une perte d'autorégulation. Et donc certaines équipes, notamment anglaises, utilisent cet indice pour gérer la pression artérielle chez ces malades-là. Et vous voyez, on retrouve ici, hein, lorsqu'on va chercher à mettre la pression artérielle au PRX le plus bas, eh bien, ça correspond au plateau d'oxygénation cérébrale. Et donc, probablement que c'est une approche qui est intéressante pour adapter la pression artérielle de ces malades. Et on a des données qui montrent maintenant depuis longtemps, mais pourtant, ça n'a pas encore été très développé au lit du malade, que c'est corrélé au pronostic des malades. Ce qui est corrélé au pronostic du malade, c'est autorégulation et pronostic. Alors là, je vous ai mis à quoi ressemblait un malade de neuroréanimation multimonitoré. Donc, vous voyez, il est à 30 degrés, bien en position de rectitude. Il a une couverture de contrôle thermique. Il est bien sûr ventilé. Il a une mesure de la pression tissulaire en oxygène, une mesure de la pression intracrânienne, la pression artérielle, l'oxygénation. Et bien voilà comment ces malades-là sont en pratique dans nos lits de réanimation. Encore quelques minutes pour vous parler d'une stratégie de contrôle de la pression intracrânienne. Donc, la pression intracrânienne, le but, encore une fois, est de la minimiser, c'est-à-dire d'essayer de maintenir une pression intracrânienne autant que possible inférieure à 20, on va dire maintenant plutôt 25 mm de mercure. Et ces seuils d'intervention thérapeutique, ces objectifs vont être conditionnés notamment par la tolérance en termes de perfusion cérébrale en regardant le Doppler, la PTO2 en particulier. L'objectif du contrôle de cette pression intracrânienne, ça va être d'éviter d'être trop agressif de manière inutile et de titrer la réponse thérapeutique et les besoins thérapeutiques au niveau de la pression intracrânienne en utilisant l'osmothérapie que de manière ponctuelle à des situations d'urgence. On va y revenir dans un instant. On va ensuite optimiser la pression de perfusion cérébrale, comme je vous l'ai dit, en s'appuyant notamment sur les données du monitorage multimodal. Et la stratégie de contrôle de la pression intracrânienne est une stratégie médico-chirurgicale dans laquelle on va pouvoir intervenir en mettant, par exemple, une dérivation ventriculaire externe pour gagner du volume ventriculaire, en faisant des craniectomies décompressives dans certaines situations particulières. Et autant l'escalade thérapeutique que la désescalade doivent être progressifs afin de garantir d'évoluer par palier. Donc, c'est ce qu'on appelle la tire-thérapie. Vous voyez ici un protocole avec différents niveaux de prise en charge. Le niveau 1 de l'hypertension intracrânienne, c'est comme je vous l'avais dit, intubation, ventilation, sédation, proclive à 30 degrés, contrôle de la PCO2, contrôle thermique. Ensuite, si l'hypertension intracrânienne reste problématique, le plus souvent, on mettra une dérivation ventriculaire externe, on approfondira la sédation. On peut ensuite faire de l'hypothermie titrée pour jouer sur la CMRO2 et diminuer le débit sanguin cérébral, donc le volume sanguin cérébral, et diminuer la pression intracrânienne, avec des effets sur le pronostic qui sont discutables. Et puis enfin, on peut, dans certains cas ultimes, avoir recours à la craniectomie ou au coma, ce qu'on appelle au traitement par barbiturique, qui sont de moins en moins utilisés. Un mot enfin sur les situations aiguës d'hypertension intracrânienne. Lorsque vous avez un malade qui fait un épisode d'anisocorie, de mydriase A-réactive, il s'agit d'une situation extrêmement urgente d'hypertension intracrânienne aiguë et dans laquelle il va falloir agir de manière extrêmement rapide. Donc, outre le fait qu'il va falloir intuber, sédater ce malade si ça n'est pas encore fait, il faudra immédiatement administrer une soluté hypertonique, le temps de voir s'il y a une sanction chirurgicale en particulier réalisable. Donc, les deux outils d'indication de l'osmothérapie, c'est soit la clinique, soit des critères de perfusion, notamment au Doppler, critiques avec un effondrement des vitesses diastoliques alors que vous avez contrôlé la pression artérielle et la PCO2. Cette osmothérapie, c'est soit du sérum salé hypertonique, soit du mannitol à 20% en bolus d'environ 250 milliosmoles.
Voilà, donc j'ai terminé. Les points clés, c'est, rappelez-vous, on va traiter toujours, chercher à limiter la progression des lésions initiales. On va toujours prévenir les axos et j'ai insisté sur le fait qu'il fallait sédater, intuber, ventiler les malades graves cérébrolésés et contrôler l'oxygénation et la PCO2, maintenir la pression artérielle. Le but étant de garantir et d'éviter l'hypoxie cérébrale, de rechercher et traiter l'hypertension intracrânienne. Donc, c'est notamment le monitorage de la pression intracrânienne et le Doppler précocement. Et puis ensuite, eh bien, c'est le monitorage multimodal en centre spécialisé qui permettra d'adapter au mieux la thérapeutique chez ces patients. Voilà, je vous remercie et je suis tout à fait prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Charles. C'était pour ces super topos. Je suis admiratif à quel point tu arrives à traiter tout un axe complet de la réanimation en 1 heure avec des éléments qui vont de la physiopathe avec des tips très concrets au lit de malade. Donc, on va essayer. Là, il y a déjà des questions. Je vais essayer de les transmettre. Donc, il y a quelque chose sur le chat. Et donc, tac, tac, tac. C'est parfait, merci, il y a beaucoup de merci. Et Sofiane, il a posé une question, donc je vais la lire. Donc, vous dites, concernant le patient cérébro-blessé, qu'il faut adapter la PAM en fonction de ce que l'on considère l'autorégulation normale pour ces patients à ce moment-là. Quels sont les critères qui nous permettent d'estimer cette autorégulation dite normale? Alors, je comprends, hein, c'est toute la difficulté. Alors, plutôt que de dire elle est normale, elle n'est pas normale, la question c'est de savoir si on est sur un plateau d'autorégulation. Donc, est-ce qu'on a trouvé ou pas un plateau d'autorégulation et est-ce qu'on est dessus? Et donc, la première chose qu'on fera, enfin, en tout cas dans notre pratique, alors tu me diras, Stan, si vous travaillez pareil ou pas, un malade, une fois qu'on a fait le minimum, c'est-à-dire garanti une pression artérielle suffisante, une PCO2 contrôlée, un malade sédaté correctement installé, on va faire un Doppler transcrânien. Et sur ce Doppler transcrânien, on va voir si on est on a un Doppler qui est pathologique avec un index de pulsatilité qui est élevé ou pas, des vitesses diastoliques qui sont basses ou pas. Si c'est le cas, la première chose qu'on va faire, c'est essayer de monter la pression artérielle et voir comment le malade réagit. Alors, si on a déjà la pression intracrânienne, on va regarder comment évolue la pression intracrânienne et on va regarder comment évolue le Doppler. Si le Doppler se normalise et que la pression intracrânienne baisse, c'est que vous êtes sur un plateau d'autorégulation, mais que simplement vous étiez probablement à des niveaux de pression artérielle insuffisants. Si au contraire vous avez une augmentation de la pression intracrânienne avec ou pas une amélioration du Doppler, eh bien c'est que vous êtes sur une autorégulation qui est altérée. Mais en fait, plus que de se poser la question de savoir si elle est normale ou pas, c'est de savoir comment on apprécie la perfusion du malade et la réponse en termes de pression intracrânienne. Ce qui revient un peu au même, mais en pratique, au lit du malade, c'est ça qui nous importe le plus. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement. Stein, tu veux peut-être l'aborder d'une autre façon? Non, je vais juste, parce que pour moi, c'était clair, mais je vais le dire avec d'autres mots et je pense que tu l'as abordé aussi en parlant de PRX et de PRX aussi. Donc, en gros, Sophia, c'est une vraie question encore des recherches. Donc, il y a deux approches dans la littérature. Il y a celle qui vient de décrire Charles sur la notion on appelle ça l'autorégulation statique. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez si en montant la PAM, en fait, est-ce que la pique monte plus ou moins de façon linéaire, ou elle diminue, ou elle reste stable. Si elle n'augmente pas de façon linéaire, on peut estimer effectivement qu'à ces moments-là, de façon statique, en fait, les vaisseaux ils sont en train de bouger, il y a une basse réactivité, et que du coup, il y a on va dire, un potentiel, en fait, on appelle ça un tampon physiologique qui protège le cerveau. Et après, il y a tous les panels que je vous incite à lire, effectivement, sur la recherche autour de l'autorégulation dynamique, hein, que nous n'utilisons pas non plus. Moi, je suis parti 18 mois travailler chez eux en Angleterre pour essayer de voir à quel point c'était intéressant, mais eux-mêmes, en fait, on attend tous les papiers depuis, et c'est vrai ils ne sont toujours pas publiés, en fait. Mais juste pour vous faire un retour sur ça, parce que c'est la notion plutôt d'autorégulation dynamique dans laquelle vous allez comparer. Ce qu'ils font, c'est très simple, en fait. Hein. C'est que là, ils ne vont pas regarder juste les chiffres qui s'affichent dans l'écran, PAM, pic. Là, ils vont regarder les courbes, en fait. Et ça, je pense que c'est un élément très important et qu'on
qu'on ne souligne pas assez, c'est qu'on doit regarder en fait la pulsatilité de la courbe de pression artérielle, la pulsatilité de la pique aussi. Et en gros, si vous avez un système qui est complètement passif, dans lequel il n'y a pas de vasoréactivité, mais si vous avez un pic de pulsatilité artérielle, mais ça va retentir tout de suite sur la pique. Donc, du coup, c'est ce qui est, Charles, tu appelais tout à l'heure une corrélation positive, en fait. Donc là, il y a une perte de l'autorégulation. Si à l'inverse, chaque fois que la pression monte, même si c'est à chaque battement cardiaque, la pique diminue, là, vous avez une autorégulation. Donc, c'est battement par battement. Donc, on appelle ça l'autorégulation dynamique. Donc, c'est une vraie piste de recherche. Mais j'ai conclu ma petite parenthèse autour de tout ça pour vous dire à quel point tout reste à faire, en fait. C'est-à-dire que là, même dans les domaines qui sont le mieux connus, que ce sont ceux qui traitent Charles ce soir, qui sont plutôt la traumatologie crânienne et l'hémorragie méningée, nous avons des données, mais il y a beaucoup de choses à valider. Dans toutes les autres causes des comas avec un risque d'hypertension intracrânienne, en fait, il y a tout à faire. Donc, c'est pour vous qui êtes au début de votre cursus, je pense que c'est vraiment, vraiment lisser les papiers et rester curieux et curieuse parce que vraiment, il y a tout simplement déjà à valider ce qui est fait dans le domaine de la traumatologie, aussi dans d'autres domaines, coma métabolique, coma, je ne sais pas, infectieux, vasogénique, etc. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, ça, Charles, sur une notion un peu à quel point les choses y restent à valider aussi? Ah bah j'ai un peu introduit le topo comme ça. C'est déjà dans le domaine du traumatisme crânien et de l'hémorragie sous-arachnoïdienne, on a beaucoup avancé ces 20 dernières années sur la physiologie et sur une approche basée sur la compréhension des mécanismes. Néanmoins, les niveaux de preuve des études sur les interventions qu'on fait sont faibles. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a quand même un constat, c'est que l'amélioration du pronostic des malades, y compris les plus graves, est indéniable sur les dernières années. Mais dans le domaine des cérébrolésés non traumatiques, non hémorragiques, et donc comme tu le dis, si on prend exemple, je ne sais pas moi, des méningoencéphalites, des œdèmes cérébraux sur les insuffisances hépatocellulaires, sur tout ça, on a absolument j'allais dire pas, ce serait peut-être un peu exagéré, mais extrêmement peu de données pour savoir comment adapter ces stratégies à ces patients-là. Bon, je pense qu'il est raisonnable de penser, et ça peut être quand même du bon sens, que les raisonnements concernant la pression artérielle, la PCO2 sont probablement et très certainement, et la pression artérielle sont probablement transposables. Après, les bénéfices des stratégies de traitement peuvent être différentes. Mais il y a tout à faire, tu as parfaitement raison, tout à faire. Et c'est un champ qui n'est pas du tout, enfin, vous le savez probablement, hein, ces patients hémorragie sous-arachnoïdienne et traumatisés sont des patients classiquement pris en charge dans des circuits de réanimation chirurgicale, en fait, dans lesquels les patients qui ont des atteintes cérébrales encéphaliques médicales, si on doit les opposer par exemple en méningoencéphalite, ne sont pas. Et donc en fait l'expertise ces dernières années, le gros de l'expertise chez ces patients-là n'a pas pu être transposé à des malades médicaux. Et donc là, il y a vraiment un champ d'investigation extrêmement important. Super, absolument d'accord avec ça. Et je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Là, nous avons atteint l'heure limite et on s'était engagé en fait à respecter un peu la qualité de vie de tout le monde. Donc, s'il n'y en a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Et on remercie encore Charles Cerf pour sa présentation de grande qualité. Si vous avez des questions, mais vous pourrez les harceler donc, lors du congrès des Tout à CLF. fait. Même par mail, je serais toujours ravi d'interagir avec nos jeunes collègues. Passionnez-vous pour la neuroréanimation et la réanimation générale. Absolument d'accord. Nous sommes au moins deux passionnés déjà. Voilà. Charles. Allez, à très bientôt. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Bon, Stan, je vais te laisser parce que… Ouais.